Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Horror Story, où nous plongeons au cœur d'histoires criminelles françaises qui défient les limites du réel. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les profondeurs d'un mythe terrifiant, celui de l'affaire de l'Ankou de Plouhinec, les derniers jours de Rosalie Sarrazin-Rennes, juillet 1851. Un soleil d'été écrase le pavé du palais de justice. Les ombres se dessinent nettes sur les murs anciens, illuminés par un ciel d'azur. Le docteur Aristide Guyot, un homme à l'allure rigide et aux traits marqués par les années, pénètre dans le bureau du procureur avec une démarche solennelle. À ses côtés, le docteur Pinault, tout aussi distingué mais moins austère, observe les environs avec une nervosité palpable. Il se dirige vers un bureau où trône Monsieur Delacroix, un homme au regard perçant et à la moustache impeccablement taillée. Le procureur, en train de signer des documents, lève les yeux de ses papiers, intrigué par cette visite impromptue. « Messieurs, que puis-je pour vous aujourd'hui » demande-t-il avec une curiosité distante, une lueur d'ennui dans les yeux. « Monsieur le procureur, nous venons vous alerter d'une affaire de la plus haute gravité » commence le docteur Guyot, sa voix tremblante malgré lui. Il s'agit de la jeune Rosalie Sarrazin, morte dans des circonstances qui suscitent notre plus grande inquiétude. « Rosalie Sarrazin » répète le procureur, fronçant les sourcils, ses doigts tapotant nerveusement sur le bureau. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Rosalie Sarrazin est morte dans des conditions horribles, après des vomissements incessants et une dégradation rapide de sa santé. Le docteur Pinault prend le relais, son regard inquiet se dirigeant vers le procureur. Il se trouve que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans la maison de Monsieur Théophile Billard de Lanoé. Une autre servante, Rose Montel, est morte de manière similaire il y a quelques mois. Le procureur, le visage maintenant grave, se redresse, une ombre de compréhension traversant ses yeux. Vous insinuez que ces décès ne sont pas dus à une maladie ordinaire ? Nous suspectons fortement un empoisonnement. Les symptômes observés sont typiques d'une intoxication à une substance toxique. Très bien, acquiesce le procureur, la détermination se faisant sentir dans sa voix. Je vais ordonner une enquête. Les deux médecins se retirent, laissant le procureur plongé dans ses réflexions. Une ombre plane désormais sur la rue, une ombre qui semble se profiler autour d'une maison particulière, celle de Monsieur Théophile Billard de Lanoé, dont les fenêtres se découpent comme des yeux vides, scrutant la ville avec une indifférence glaciale. La maison de Monsieur de Lanoé. Le jour suivant, le procureur, accompagné du juge d'instruction Hippolyte Vanier, se rend à la maison de Monsieur Billard de Lanoé. La demeure, une bâtisse en pierre avec des volets en bois, se dresse avec une majesté austère. L'air est chargé de la chaleur étouffante de l'été, et une légère brise semble murmurer des secrets sinistres. Ils sont accueillis par une vieille femme en tablier, aux cheveux cachés sous une coiffe, dont le regard dur contraste avec le sourire figé qu'elle affiche. « Bonjour madame, nous sommes ici pour enquêter sur les récents événements tragiques qui ont eu lieu dans cette maison », annonce le procureur, ses yeux scrutant les contours de la maison avec une méfiance grandissante. « Bonjour, monsieur le procureur », répond la vieille femme d'une voix douce mais déterminée, ses yeux perçants comme des éclats de verre. « Je suis Hélène Gégado, je suis à votre disposition. » Le juge Vanier commence immédiatement à fouiller la maison, observant les meubles anciens recouverts de draps blancs et les portraits décolorés des ancêtres de la famille. Les pièces sont baignées d'une lumière tamisée, créant une atmosphère de déclin et de mélancolie. « Madame Gégado, vous ne vous trouvez pas dans une situation ordinaire. Nous avons des raisons de croire que des actes criminels ont été commis ici. Pouvez-vous expliquer ces disparitions ? » « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis simplement au service de Monsieur de Lanoé, » répond Hélène avec un calme déconcertant, son regard se détournant furtivement vers une étagère chargée de bibelots et de bouteilles anciennes. Alors que les inspecteurs examinent les lieux, Hélène se permet un petit geste discret.
Elle essaie de cacher une bouteille contenant un liquide suspect derrière un vase orné de fleurs fanées. « Qu'est-ce que cela ?» demande le juge en découvrant la bouteille, son ton acéré. « Ce n'est qu'un ancien flacon d'huile, » rétorque Hélène. Rien de bien important. Le juge, méfiant, ordonne une autopsie immédiate des victimes pour déterminer la cause de leur décès. Le liquide suspect est emporté pour être analysé, tandis que l'atmosphère de la maison semble se faire plus lourde, comme si les murs eux-mêmes étaient complices du mystère qui se trame. L'autopsie de Rosalie Sarrazin. L'autopsie du corps de Rosalie Sarrazin se déroule dans une pièce sombre de l'hôpital où le professeur Faustin Malagoté scrute le corps avec une concentration minutieuse. Le laboratoire est encombré de flacons et d'instruments, et une odeur âcre de formol flotte dans l'air. L'analyse révèle une inflammation de l'estomac et une décoloration inquiétante des reins. Le professeur s'adresse au juge avec une gravité palpable, ses mains couvertes de gants en latex. « Monsieur le juge, je peux vous affirmer que Rosalie Sarrazin a été empoisonnée. L'analyse montre la présence d'arsenic. »« Arsenic ?» répète le juge, alarmé, ses yeux s'écarquillant. « Mais comment Hélène Gégado a-t-elle pu se procurer un tel poison ?» Les enquêtes révèlent que le poison n'a pas été trouvé dans la maison d'Hélène. Les pharmaciens de Rennes n'ont aucun enregistrement de vente de poison à son nom. Le mystère s'épaissit et les rumeurs commencent à circuler dans la ville, amplifiant la tension et la paranoïa. Le passé d'Hélène. Pour comprendre le motif d'Hélène Gégado, le juge décide d'explorer son passé. Les archives révèlent une série de décès tragiques chaque fois qu'Hélène était au service de famille. Le rapport fait état d'une série de meurtres dans les villes du Morbihan et Hélène a toujours été présente, son nom revenant comme une ombre persistante dans les enquêtes locales. Elle a commencé sa carrière comme servante chez un curé, explique Marina Godot, historienne spécialisée dans les affaires criminelles. Il est étrange de constater que dans chaque endroit où elle a travaillé, des gens sont morts de façon inexplicable. Le juge apprend qu'Hélène a été renvoyée de plusieurs postes pour son comportement étrange et son penchant pour l'alcool. Les témoignages des anciens employeurs font état de vols de vin, de murmures inquiétants sur des rituels étranges et de rumeurs persistantes d'empoisonnement. Les dossiers montrent également qu'Hélène était souvent en contact avec des herboristes et des apothicaires, achetant des substances douteuses sous des prétextes divers. Le procès. Le procès d'Hélène Gégado commence le 6 décembre 1851. La salle est comble. Les journaux font leurs gros titres sur cette affaire qui passionne la France entière. Les murmures de la foule se mêlent au bruit des pas des spectateurs pressés. Le procureur Guilloux, avec un sérieux implacable, présente l'accusation, tandis que l'avocat général réclame la peine de mort avec une détermination sans faille. Les témoignages sont accablants et la tension dans la salle est palpable. « Madame Gégado, avez-vous quelque chose à dire en votre défense ?» demande le président du tribunal, son regard perçant se posant sur l'accusé. « Je suis innocente », répond Hélène d'une voix tremblante, ses mains serrées sur ses genoux. « Je suis une humble servante et je n'ai rien à me reprocher. » Son avocat, maître Magloire d'Orange, se bat pour la clémence, tentant de démontrer l'absence de preuves directes et plaidant en faveur de circonstances atténuantes. Cependant, sa plaidoirie semble vaine face à l'accumulation de preuves circonstancielles et aux témoignages incriminants. « Mesdames et messieurs les jurés, la peine de mort est nécessaire pour protéger la société », déclare l'avocat général, ses mots résonnant comme un glas. Hélène Gégado a porté le deuil et la désolation dans de nombreuses familles. Elle mérite la peine capitale. Le jury se retire pour délibérer, la salle de tribunal remplie d'une attente anxieuse. Le verdict est rendu le 14 décembre. Hélène Gégado est condamnée à mort. Les cris de la foule et le cliquetis des chaînes résonnent dans les couloirs sombres du palais de justice. La dernière nuit.
Le soir précédant son exécution, Hélène est visitée par l'aumônier de la prison, l'abbé Tiercelin, qui la prépare à sa dernière nuit. La cellule d'Hélène est austère, avec des murs nus et une petite fenêtre donnant sur la cour. Elle prie, demande pardon et se confie à Dieu, les larmes coulant sur ses joues, marquées par la détresse. « Que Dieu me pardonne pour mes péchés », murmure Hélène dans ses prières, son souffle entrecoupé par des sanglots. « Je demande miséricorde pour toutes mes âmes perdues. » Le matin de son exécution, elle se rend avec calme au Champ de Mars de Rennes. Les cris de la foule résonnent dans l'air, mélangés au bruit des tambours et des cloches. Les gardiens l'accompagnent et elle exprime sa gratitude pour les soins reçus, ses derniers mots empreints d'une tranquillité déconcertante. « Je vous remercie pour les soins que vous m'avez donnés, » dit-elle aux gardiens. « Je suis prête à affronter la mort. » Le couperet tombe à 7 heures du matin, mettant fin à la vie de l'une des plus grandes criminelles de l'histoire française. Son corps est livré à la faculté de médecine pour des expériences macabres, et la foule se disperse lentement, laissant derrière elle une scène empreinte de morbidité. L'héritage d'Hélène Gégado. L'histoire d'Hélène Gégado continue de fasciner et d'horrifier. Les médecins étudiant son corps font des découvertes étranges, des traces d'empoisonnement multiples, des détails sur ses pratiques et des indices sur ses motivations obscures. Ces derniers secrets sont révélés par des confidences faites avant son exécution, laissant entrevoir une personnalité complexe et troublante. « L'injustice n'a pas connu tous mes crimes », aurait-elle dit à son confesseur, ses paroles teintées d'une mélancolie désespérée. « J'ai apporté le deuil et la désolation dans de nombreuses familles. » La légende d'Hélène Gégado demeure, un écho des ombres du passé qui rappelle les horreurs cachées derrière les façades de la Bretagne du XIXe siècle. Les récits de son histoire continuent de circuler, alimentant les cauchemars et les légendes locales. Sa vie et ses crimes deviennent une sombre réflexion sur la nature humaine et la portée des ténèbres qui peuvent se dissimuler derrière les apparences les plus innocentes. Abonnez-vous pour plus d'histoires aussi fascinantes que glaçantes sur les crimes inexpliqués et les légendes françaises. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.